Juste, j'attends ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de ma thèse, un de mes chapitres de thèse, sur les adventices des années 80 et les adventices de nos jours, comment est-ce qu'elles ont changé depuis 40 ans, en réponse au changement climatique et au changement de pratique. Donc, j'ai fait ma thèse, comme a présenté Christine, au CEF, avec Elena Kazakou et Guillaume Fried, qui est aussi l'encadrant du coup de mon postdoc. Donc, ma thèse a été financée sur projet, le projet Saving, financé par la région Occitanie et par le projet Ecophyto. Ça met un peu de temps. Et alors oui, je suis désolée, j'ai pas dit, mais je vais faire la présentation en français, donc j'espère que c'est OK. Les slides sont en anglais. Voilà, donc, n'hésitez pas s'il y a besoin, en tout cas, de traduire des choses. Donc, j'ai travaillé sur les adventices qui sont présentes dans les vignes. Et les adventices, on les a définis comme toute espèce spontanée, c'est-à-dire non semée, qu'elle soit désirable ou non, qui sont présentes dans les champs. Donc ici, toutes les espèces que vous voyez végétales qui n'ont pas été semées en dehors de la vigne sont des adventices. Peut-être juste un petit point technique, parce qu'après je vais en reparler. Ce que j'appelle les zones d'interrang, c'est les zones en fait d'espace qu'il y a entre les rangées de vignes. Et le rang correspond du coup à la rangée de vignes. Alors, il y a différentes façons finalement de définir les adventices. Donc, il y a la première définition que j'ai présentée ici, finalement, d'une espèce qui est présente dans une espèce non semée qui est présente dans un champ. Mais on peut aussi la caractériser plus d'un point de vue fonctionnel et donner une définition un peu plus fonctionnelle, qui a été définie notamment par Baker en 65 comme n'importe quelle plante spontanée avec des valeurs de traits qui font qu'elles peuvent tolérer les perturbations. Donc, une perturbation, c'est une destruction brutale de la biomasse d'adventices. Donc, ça peut être un désherbage chimique, par exemple, dans le cas d'une parcelle agricole. Alors, il y a différentes en fait, valeurs de traits qui ont été définies justement pour les adventices. Donc, les adventices sont souvent associés à une durée de cycle de vie court, avec souvent une production nombreuse de petites graines qui leur permet justement de coloniser un milieu après une perturbation, et une forte efficience de la photosynthèse par unité de masse sèche qui a été investie dans la feuille. Donc ça, ce sont un ensemble de syndromes qui sont associés en fait à la définition fonctionnelle d'une espèce adventice. Donc finalement, ces syndromes sont associés à ce qu'on appelle la stratégie rudérale. Donc je vais revenir un petit peu en arrière, mais Grimes, un écologue dans les années 70, a défini 3 grandes stratégies en fait des espèces végétales qui s'adaptent à 2 grandes contraintes. Une première contrainte qui est reliée finalement à une contrainte de ressources, la ressource lumineuse, la ressource hydrique, la ressource azotée. Et la seconde contrainte est justement associée à la perturbation. Donc la perturbation, ce que je vous ai défini un petit peu avant, comme par exemple le désherbage chimique, mais ça peut être aussi dans les milieux naturels, un feu ou une inondation. Et selon Graham, il y a 3 façons en fait de survivre dans ces différents milieux. La stratégie rudérale, dont je vous ai présenté, la stratégie des adventices, dans les milieux fortement perturbés, mais aussi avec un fort niveau de ressources. En général, les milieux agricoles sont associés à une forte fertilisation et potentiellement peuvent aussi être irrigués. Dans les milieux qui sont du coup faiblement perturbés, mais avec un faible niveau de ressources, on va retrouver plutôt des espèces stress tolérantes, tandis que dans les milieux à haut niveau de ressources et à faible niveau de perturbation, donc finalement les milieux les plus favorables, les espèces sont plutôt compétitives. Selon Gray, dans les milieux à fort niveau de perturbation et à faible niveau de ressources, les espèces peuvent tout simplement pas se développer. Donc ces 3 stratégies forment ce qu'on appelle un triangle, le triangle de Gray. Et comme ce que je vous ai un petit peu déjà raconté, les adventices sont plutôt associés à une stratégie rudérale. Et dans les vignes, les adventices sont gérées parce qu'elles entrent en compétition avec notamment surtout les ressources hydriques dans le sud de la France. Elles sont gérées de différentes manières, elles sont détruites régulièrement, avec 3 modes de gestion principaux qui sont la tonte, le désherbage chimique et le travail du sol. Et ces différents moyens de gérer en fait ces adventices vont avoir un impact direct sur la composition qu'on voit en fait notamment quand on va sur le terrain.
Ici, vous pouvez sûrement voir qu'il y a une forte abondance des fleurs blanches que vous retrouvez bien un interrant sur deux. Il s'agit en fait des interrants qui sont travaillés, tandis que les interrants qui sont tondus, on retrouve beaucoup moins, en tout cas en plus faible abondance, cette espèce à fleurs blanches. Il s'agit en fait de Diplotaxis erycoides, qui est vraiment cette brassicacée qu'on retrouve souvent en fait en hiver, en tout cas ici dans la région. Beaucoup de vignes en fait sont toutes blanches à cette période de l'année, donc c'est notamment grâce à cette espèce qui est en fait favorisée par le travail du sol. Donc c'est vraiment très visible. Et donc ça va avoir ce changement en fait de composition en réponse aux pratiques de gestion des sols va avoir un impact aussi sur finalement les stratégies et les traits fonctionnels de ces espèces qui se développent dans ces différents milieux. On a essayé en fait de traduire ces différentes pratiques de gestion en termes d'intensité de perturbation. On a considéré que le travail du sol, c'est quelque chose qui détruit toute la biomasse, c'est quelque chose qui va déstructurer le sol, donc on considère que c'est une perturbation qui est très intense. Donc on s'attend à avoir plutôt des espèces très rudérales. Le désherbage chimique aussi va avoir tendance à détruire toute la biomasse, donc on a aussi considéré que c'était une perturbation assez importante, et donc on s'attendait à avoir des adventices qui avaient un fort, qui était plutôt rudéral. Tandis que la tonte, on a considéré que c'était une perturbation un peu plus intermédiaire, dans le sens où toute la biomasse n'est pas détruite. Une seule partie, une partie vraiment aérienne de la biomasse est détruite, mais le reste est considéré et peut être conservé au niveau du sol. Donc on a considéré que la perturbation était moins intense, et on s'attend également à ce que finalement il y ait aussi peut-être une plus forte compétitivité, un plus faible niveau de ressources, car on s'attend à ce que la densité de couvert soit plus importante et à ce que justement les adventices prélèvent finalement de la ressource. Donc voilà un petit peu les hypothèses qu'on a formées sur la réponse des adventices à ces différentes pratiques de gestion du sol. Et en fait, ces pratiques-là, elles ont évolué dans le temps. On ne gérait pas les adventices dans les années 70 comme on les gère aujourd'hui. Donc ça, je vous ai présenté d'ailleurs une photo ici qui a été prise d'ailleurs par un ami de mon grand-père pour la petite histoire, qui présente en fait le mode de gestion dans les années 60-70 des adventices. C'était principalement en fait du travail du sol, qui était en général d'ailleurs à traction animale, avec un travail du sol du rang, donc cette zone-là avec le pied de fil, et de l'enterrant. Dans les années 80, les premières molécules herbicides ont été homologuées et petit à petit, progressivement, le désherbage chimique a remplacé le travail du sol. Le désherbage chimique était souvent total sur l'interrang et sur le rang. Puis dans les années 2000, on a commencé à réaliser que ce désherbage pouvait avoir des effets délétères sur notamment le sol et sur la qualité de l'eau. Et donc des stratégies mixtes sont plutôt apparues, avec justement ces stratégies un peu complexes que je vous ai présentées sur la première photo, avec à la fois, on peut avoir du travail du sol, de la tonte ou même du désherbage chimique sur le rang. Donc il y a une complexification de ces pratiques de gestion. Et ces différentes pratiques, évidemment, ont eu un impact, qui ont déjà été démontrés dans le temps, assez fort sur la richesse des adventices. Donc ça, c'est une étude qui a été faite dans les cultures arables, et cette étude a montré qu'en 30 ans, eh bien, il y avait moins 46% d'espèces de richesse spécifique. Et c'était en lien notamment avec l'adoption de pratiques, notamment dans ce cas-là, dans les adoptions de fertilisation intensive. Et donc finalement, ces diminutions de richesse, en tout cas cette différence de composition qui peut être reliée justement à ces changements de pratiques, comment est-ce que ça impacte les stratégies de graines? Donc c'est un peu ça qu'on va se demander dans cette présentation. Donc pour essayer de regarder comment les adventices ont évolué et leurs stratégies ont évolué dans le temps, on a mobilisé un réseau historique de parcelles viticoles tout autour de Montpellier, donc dans un rayon à peu près de 40 km. Donc ça va de Pézenas à Ganges à Aigues-Mortes. Et c'était un réseau en fait qui avait été mobilisé par un doctorant à l'époque, après il est évidemment devenu professeur, donc Jacques Maillet. Donc on a, pour rendre hommage à Jacques Maillet, nous l'avons appelé le réseau Maillet. Donc c'est un réseau de 40 parcelles, et donc avec des relevés floristiques qui ont été faits dans les années 80. Donc on connaît la flore de ces 40 parcelles.
Et donc, au début de ma thèse, eh bien, moi, on m'a donné les coordonnées GPS de ces parcelles. Et puis, voilà, on a essayé, on s'est dit à partir de là, on va essayer de retrouver quelles sont les pratiques qui ont été mises en place depuis 40 ans. Et aussi d'avoir la permission des agriculteurs, parce que, évidemment, après 40 ans, ils ne se rappelaient pas forcément de Jacques. Et il fallait voilà, qu'ils soient d'accord pour qu'on puisse ensuite faire des expérimentations dans leurs parcelles. Donc, ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé. Donc, je suis passée par le service des impôts. Il a fallu ensuite, une fois que j'avais le nom des propriétaires, chercher les différents agriculteurs sur des pages jaunes. Des fois, le numéro existait, des fois, il n'existait pas. Des fois, l'agriculteur ou l'agricultrice disait oui, des fois, elle disait juste non. Des fois, enfin, voilà. Ça a été compliqué. On est même allé jusqu'à envoyer des lettres et frapper aux portes dans lesquelles les plus désespérés. Donc voilà, 135 coups de téléphone après, nous avons réussi à mobiliser ces 40 parcelles. Voilà. Je le dis en rigolant, mais en fait, voilà, il y a eu un gros travail de mobilisation, remobilisation de ce réseau, et ça n'a pas été forcément très simple. Une fois qu'on a eu l'accord de ces différents agriculteurs et agricultrices, on a essayé en fait de reconstruire avec eux les trajectoires de pratiques qu'ils avaient mis en place depuis les années 80, depuis 40 ans, avec 2 niveaux de détail. De 2015 à 2020, on a essayé vraiment d'avoir des détails vraiment très très précis sur leur historique, c'est-à-dire la date de chaque passage, de chaque pratique, de chaque désherbage chimique, la profondeur par exemple de travail du sol, la dose d'herbicide, etc. Et à partir de ça, à partir de toutes ces informations très détaillées, on a fait une analyse multivariée et un regroupement, une classification pour essayer d'avoir justement, de décrire finalement en quatre groupes un peu discrets quelles étaient les pratiques majoritaires mises en place. Donc il y a 4 groupes qui sont ressortis. Ça c'est grâce aussi à des stagiaires que je remercie, donc Simon, Manon et Anna, qui ont fait un travail du coup qui sont allés appeler des agriculteurs, etc. Il y avait donc globalement de 2015 à 2020, il y avait 4 groupes principaux. Un groupe qui était surtout travaillé, un groupe qui était surtout désherbé chimiquement, et ensuite 2 groupes un peu à stratégie mixte. Un groupe qui travaillait et désherbait chimiquement le rang, et un groupe qui utilisait du travail du sol et de la tonte. Donc finalement, en général, ce groupe-là, c'était les bio. C'était le groupe avec qui travaillait de manière le plus extensive. Et ensuite, depuis les années 80, on a dégradé l'information parce qu'évidemment, on ne pouvait pas avoir des informations aussi précises. Et on a caractérisé les trajectoires par décennie avec des variables oui-non pour le travail du sol sur le rang, le travail du sol sur l'interrang, des abats chimiques et la tonte. Donc on avait ces informations-là à peu près par décennie. Ensuite, on a utilisé exactement la même méthode de relevé floristique qu'il y a 40 ans. On a défini un rectangle de 400 mètres carrés qui comprenait 4 interrangs et 4 rangs. On a fait la liste des espèces qu'on voyait, notamment avec beaucoup d'aide de Monsieur Schritt ici présent. Et ensuite, on a assigné une abondance à chacune des espèces qu'on voyait en utilisant le même coefficient de Baralis qui avait été utilisé il y a 40 ans, qui permet d'estimer en fait un nombre d'individus par mètre carré. On a fait des relevés floristiques en mars, en juin et en octobre, et sur 2 années. En parallèle, les relevés floristiques qui étaient sur papier, on les a fait numériser. Et Marie-Claude Kidos, qui travaille au CEF, a remis en forme, aussi en collaboration avec Guillaume, a remis en forme tous ces relevés, nous a permis de réobtenir sur un fichier Excel tout propre les relevés de mars, juin et octobre 78 et 79. À cause d'une sécheresse, on n'avait pas octobre 78, donc on a relevé, pour être symétrique, un des relevés d'octobre. On a mesuré un certain nombre de traits et on a pas mal complété avec des extractions de bases de données. Et à partir de ça, à partir de plusieurs traits, je ne vais pas forcément entrer en détail, mais on a calculé les scores de compétitivité, de tolérance à la perturbation et de stress tolérance en utilisant l'algorithme de Pierce. Donc pour chacune des communautés, on pouvait la placer ensuite dans le triangle. Donc le premier résultat qu'on a vu, et on était très contents, c'est que en 40 ans,
L'abondance, donc c'est-à-dire en nombre d'individus par mètre carré des communautés adventices, a augmenté de 41%. La richesse également, de 24%. Donc il faut se rendre compte que c'est l'une des premières études qui montre qu'il y a un peu plus de richesse depuis 40 ans dans les parcelles de vie. La composition a aussi un peu évolué. Donc il y avait des espèces qu'on appelle les increasers, donc c'est les espèces qui ont augmenté en 40 ans, notamment la Medicago polymorpha. Certaines espèces ont diminué, donc ce qu'on appelle les decreasers, comme l'ail des vignes, l'Allium vineale. Et d'autres espèces qui sont vraiment finalement inféodées aux vignes, comme l'Ollium rigidum, mais aussi Diplotaxis erucoides, donc la fausse moutarde que je vous ai montrée au tout début, la fleur blanche, qui sont restées stables, qui sont à peu près toujours présentes. Et donc ces différences de composition, on va essayer de voir ensuite qu'est-ce qui a fait entre les années 80 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé qui explique ces différences de richesse, d'abondance et de composition. Alors, la première chose auquel on a pensé, peut-être que vous y pensez aussi, c'est le changement climatique. En 40 ans, il y a peut-être eu un changement climatique significatif. Donc pour ça, on a extrait les données météo des années 71 à 2020, avec un certain nombre de variables on a essayé de prendre des variables saisonnières. Justement, on s'est dit que ça pouvait avoir un fort impact sur la composition floristique. On a pris des températures saisonnières, des précipitations, aussi le nombre de gels, voilà, la growing season length. Et on a regardé justement, dans une analyse multivariée, comment est-ce que chaque point qui est ici une parcelle à une décennie donnée, comment est-ce que ça a évolué en fonction du temps. Donc chaque ellipse ici est une décennie. Le premier axe qui expliquait le plus grand nombre de variations finalement climatiques, qui opposait les parcelles avec des températures automnales élevées aux parcelles avec des précipitations plutôt élevées, était un axe en fait de variation intraclimatique. Il n'expliquait pas le changement climatique au cours du temps. Et ça, c'est relié notamment à notre réseau, qui est un réseau avec un fort gradient climatique, qui est expliqué notamment par l'éloignement avec la mer. Par contre, le second axe, qui expliquait 24% de la variation, lui était un peu plus un axe, justement, qui expliquait un petit peu les différences entre les ellipses qu'on voit. Et il était drivé par les températures estivales et l'amplitude thermique annuelle. Donc l'amplitude thermique annuelle, c'est la différence entre la température du mois le plus chaud et la température du mois le plus froid. Et globalement, en fait, au fur et à mesure des décennies, il semble que la température estivale est augmentée et que l'amplitude thermique annuelle est aussi augmentée. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Ah oui, j'avais oublié. Bon, je vais passer sur ça, parce que je pense que c'est pas... donc, on a quantifié le nombre de degrés, donc on a vu qu'en 40 ans, il y avait 2 degrés de plus en moyenne de température estivale. Donc c'est quand même conséquent. Et 1,2 degré de plus d'amplitude thermique annuelle. Donc, on avait supposé que le changement climatique ait eu lieu. Donc, c'est le cas. Et ensuite, la deuxième chose auquel on a essayé de tester, donc justement, c'est le changement pratique dont je vous ai déjà parlé. Donc, pour ça, en fait, on a aussi fait une analyse multivariée, que je ne vais pas forcément vous détailler, mais c'était un peu le même principe que l'analyse multivariée pour les changements climatiques, avec 2 axes principaux, c'est-à-dire le type, finalement, de pratiques qui étaient employées, des herbicides au travail du sol et à la tonte, et aussi un axe de complexification des types, des moyens de gestion à l'échelle d'une parcelle. Donc plus on est vers le haut, plus on a des parcelles qui sont gérées par 3 types de gestion principaux. Donc pour rendre ça un peu plus, peut-être plus compréhensible, on a fait ces plots. Donc on a montré en fait que le désherbage chimique de l'interrang, donc cette zone entre les rangées de vignes, avait diminué. La tonte n'existait pas dans les années 80. Donc ça, c'est un gros changement en fait, qui explique aussi la complexification justement des pratiques. Donc elle est apparue et largement, en fait, on a 40 parcelles, donc dans les 3/4 des parcelles, elle est employée. Et ensuite, effectivement, il y a cette complexification des différentes pratiques, avec entre 1 et 2 types de pratiques différents dans les années 80 et 2 et 3 dans les années 2020. Donc, on a montré qu'il y avait un changement climatique. On a aussi caractérisé le changement de pratique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait?
on a essayé justement de caractériser les stratégies CSR et on a regardé si le changement climatique et le changement de pratique expliquaient ces changements éventuels de stratégie CSR. On a fait l'hypothèse en fait que finalement l'extensivité, hein, comme la tonte est quelque chose d'une perturbation un peu moins intensive que le désherbage chimique, on a fait l'hypothèse que les milieux, du coup, les parcelles agricoles seraient moins fortement perturbées, et donc on s'est attendu à avoir plutôt des adventismes en ruderales. Et avec le changement climatique, on s'est dit que la contrainte hydrique serait plus forte, donc on s'est aussi attendu à avoir plutôt des communautés qui seraient plus stress tolérantes. Et donc, voilà le calcul, en fait, voilà les stratégies CSR des communautés dans les années 80 2020. Donc ici, chaque rond est une communauté. La couleur du rond est associée à la période où elle a été identifiée. Donc en bleu, dans les années 80 et en vert dans les années 2020. Donc on a quantifié que entre les années 80 et 2020, il y a une baisse de moins 20% du score de compétitivité des adventices. Et ça, c'était aussi corroboré avec certaines valeurs de traits, notamment les traits de masse de graines, qui a diminué entre les années 80 et 2020. Donc en général, quand les masses de graines sont plus faibles, les adventices sont un peu moins compétitives, elles sont plus rudérales. Et la surface foliaire a également diminué. Donc c'est pareil, la surface foliaire, c'est aussi un très bon proxy de la capacité de compétition des adventices. C'est d'ailleurs un des traits qui rentre justement dans l'algorithme pour calculer les scores de compétitivité. Ensuite, la stress tolérance des communautés adventices a augmenté de 34%. Donc c'était aussi corroboré avec ce qu'on appelle le leaf dry matter content, donc c'est-à-dire la teneur sèche des feuilles. Donc en général, quand la teneur sèche des feuilles, en matière sèche des feuilles est élevée, les adventices vont plus investir justement dans la structure des feuilles, par exemple limiter l'évaporation. Les feuilles sont plus coûteuses à produire et c'est associé notamment à cette stratégie de stress tolérance. Et par contre, par rapport à l'hypothèse initiale, qui était que justement l'adoption de la tonte, l'extensivité des pratiques de gestion allait diminuer le score de rudéralité, et bien en fait, c'était pas significatif entre les années 80 et 2020. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, on a essayé justement d'expliquer ces différentes variations par le changement climatique et par le changement de pratique. Donc pour ça, je vous détaille juste un petit peu les variables qu'il y avait derrière. Donc je vous ai déjà un petit peu présenté, mais pour les pratiques un peu récentes, donc on avait pris donc ces 4 groupes de pratiques qu'on avait définis. Pour décrire la trajectoire de pratique, on a pris trois groupes différents qui justement définissaient bien un petit peu ce que je vous ai présenté avant. Une variable de diversification des pratiques de gestion du sol, le nombre de décennies avec application d'herbicides. D'ailleurs, je crois que c'est 100. Non, je suis en train de me dire. C'est bon. 100, je pense, application d'herbicides. Et le nombre de décennies avec application de tonte. Et ensuite, pour le changement climatique, on a pris la variable qui expliquait le plus le changement temporel qu'on retrouvait en fait dans l'ACP, dans l'analyse multivariée. Donc on a pris comme proxy l'amplitude thermique annuelle. Donc on a rentré tout ça dans les modèles pour regarder et expliquer les variations de stratégie CSR. Pour la variation vers la stress tolérance, c'était bien relié à l'amplitude thermique annuelle, donc finalement au changement climatique. Donc plus une communauté avait subi une forte intensité de changement climatique, plus il y avait eu une augmentation de cette amplitude thermique annuelle, plus son score de stress tolérance était augmenté au fil du temps. Et donc pour la teneur en matière sèche, c'était également le cas. Donc finalement, ce à quoi on s'attendait en quelque sorte. Pour la diminution du score de compétitivité, alors ça c'était un peu moins avec un standardized estimate qui était un peu plus faible et une p-value qui était quand même un peu plus haute aussi. On a vu qu'en fait, c'était relié, la baisse de compétitivité des communautés adventices était reliée à la diversification des pratiques de gestion des sols. Donc plus un agriculteur ou une agricultrice diversifiait ses pratiques de gestion,
plus la communauté avait un score de compétitivité qui était faible, qui avait baissé dans le temps. On a regardé aussi certains autres traits qui répondaient. On a notamment démontré que pour la masse des graines était en fait reliée au nombre de décennies, donc c'était bien ça, hein, sans herbicide. Sur les parcelles où l'application d'herbicide avait été continue sur les 40 ans, la masse des graines a diminué significativement, tandis que pour les parcelles et les viticoles qui avaient arrêté relativement en amont, donc 20 ans avant, ou plus le désherbage chimique, la masse des graines a significativement augmenté. Donc ça conforte un peu l'idée que le désherbage chimique est quelque chose d'une perturbation intense qui va avoir tendance à sélectionner justement des communautés qui sont plutôt rudérales avec des faibles masses de graines dans le temps. Mais par contre, pour l'ère foliaire, on n'a pas réussi à expliquer en fait cette diminution au cours du temps. Il n'y avait aucun effet qui était sélectionné. Donc globalement, en résumé, hein, ce qu'on a montré, c'est que les communautés adventistes sont moins compétitives que dans les années 80, et que ça s'est induit, alors à la marge, mais c'était quand même significatif par une diversification des modes de gestion, et que les communautés étaient plus stress tolérantes aujourd'hui que dans les années 80, et que ça s'était induit par l'augmentation de l'amplitude thermique annuelle, qui était notre proxy de changement climatique. Je vais juste regarder le temps, parce que je vais un petit peu discuter ces résultats. Je vais un petit peu discuter ces résultats et ensuite je vais aussi présenter un peu mon postdoc. Donc ça c'était un chapitre de ma thèse, mais donc la partie vraiment temporelle, donc l'effet des pratiques, l'effet du climat sur la composition et la structure fonctionnelle des communautés adventistes. Mais on a aussi exploré ça à différentes échelles spatiales, en rajoutant le sol comme effet. Et on a aussi regardé l'effet en fait de ces communautés adventistes sur les processus de recyclage de matière organique. C'est juste pour replacer un peu ce chapitre dans ma thèse. Et donc en fait, c'est vrai que ça me donne envie de regarder un petit peu et de comparer certains résultats. Donc ça, on a regardé en fait sur un réseau qui s'appelle le réseau de biovigilance flore, excusez-moi, à l'échelle de 3 grandes régions viticoles de France, donc la Champagne, le Beaujolais et les Côtes-du-Rhône. Et on a regardé en fait aussi le score, les différents scores CSR des communautés. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, finalement, pas mal d'études en fait sur le changement climatique utilisent aussi finalement des gradients spatiaux. Et en fait, ce qu'on a retrouvé, ça corrobore un petit peu les résultats qu'on a retrouvés à l'échelle, côté un peu temporel. On démontré qu'en fait, dans le Languedoc-Roussillon, en Occitanie, on avait des communautés qui étaient un peu plus stress tolérantes que dans les autres régions. Globalement, ce qu'on a montré, c'est que les adventistes sont de plus en plus stress tolérantes en réponse au changement climatique et qu'elles sont un peu moins compétitives en réponse un peu plus à la marge aux pratiques qui se diversifient. Et ça fait écho notamment en fait à un opinion paper qui est sorti, enfin une review paper, je pense, c'est plutôt une review de McLaren, qui a essayé d'imaginer en fait les adventistes désirables, les adventistes qu'on veut. Donc elle est partie plutôt du constat que les adventistes sont plutôt entre des stratégies plutôt rudérales et compétitives. Et en fait, ce qu'elle voulait montrer, c'est que on s'attend à ce qu'on voudrait avoir plutôt comme communauté finalement vraiment désirable, c'est des communautés qui sont un peu moins compétitives et un peu plus stress tolérantes. Et donc c'est globalement un petit peu ce qu'on a montré quand même dans ma thèse. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est justement, on n'a pas regardé forcément l'aire qui était occupée. On pourrait s'attendre, si on a une grande diversité d'adventistes qui occupent une grande partie du triangle, à ce que les communautés soient peut-être plus résilientes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Ensuite, on a montré que cette diversification de pratiques, elle était notamment elle était grâce à l'introduction de la tonte et sur les autres justement parties de ma thèse. Donc, quand on a vraiment regardé l'effet des communautés adventistes sur les processus de recyclage des matières organiques, et en regardant aussi l'effet des pratiques sur l'effet finalement en cascade de ces pratiques sur les processus de recyclage de la matière organique, on a démontré qu'en fait la tonte c'était quelque chose de relativement prometteur sur une sous-sélection des parcelles que je vous ai montré tout à l'heure. Elle permettait d'avoir une richesse spécifique 2 fois plus importante, ainsi qu'une biomasse microbienne aussi 2 fois plus importante, en comparant avec le désherbage chimique et le travail du sol. La décomposition potentielle
des adventices qui étaient sélectionnés par les tontes étaient également plus élevés. Donc potentiellement un retour des nutriments plus rapide finalement pour la vigne, si on les gère bien au bon moment. Une biomasse qui était plus importante, une proportion aussi de légumineuses bien plus importante, et donc par conséquent une teneur en azote contenue dans la biomasse qui était gérée plus importante. Donc ça aussi c'était quelque chose de relativement intéressant si on imagine ensuite utiliser cette biomasse adventice comme mulch pour avoir un retour justement de l'azote au sol. Et ensuite, c'est un récent papier de Léa Gentil là, qui est en train de faire sa thèse aussi avec Elena Kazakou, qui a montré en fait que la digestibilité des adventices, potentiellement par exemple par des brebis, est relativement acceptable. C'est-à-dire que lorsque les adventices sont tondus, leur digestibilité reste acceptable et ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'en fait en ce moment il y a beaucoup de la pâture en fait des adventices dans les vignes et quelque chose qui se développe bien. Et ce que évidemment, juste pour un peu nuancer quand même, c'est qu'on n'a pas forcément mesuré les effets sur la vigne. Là, c'est vraiment du potentiel. C'est ce qu'on a montré voilà, d'un point de vue de la biomasse adventice, mais ensuite, on n'a pas forcément regardé justement si cette teneur en azote qui est plus élevée a été, par exemple, assimilée par la vigne, etc. Donc voilà pour la partie, ma présentation de thèse. Et je vais passer très rapidement sur pourquoi je suis ici, mon projet de postdoc. Donc je suis ici déjà de mars à août, donc c'est vraiment 6 mois, c'est relativement court. Mon projet est financé par le financement EcoPhyto, GTP 500 ENI, et c'est la suite en fait du postdoc de Laura Henkel, qui était basée à l'UMR Agroécologie de Dijon. Et c'est un postdoc qui est donc supervisé par Christine Ménard et par Guillaume. Donc je vais en fait regarder, je vais prendre en main en fait aussi la base de données 500 ENI, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette base de données, mais c'est donc un relevé, il y a eu de nombreux relevés en fait sur les bordures de flore de champs, excusez-moi. Donc que ce soit des vignes, mais aussi des cultures maraîchères ou comme le blé, du maïs, enfin bref, sur un vraiment vaste réseau au niveau de la France. Il y a 10 cadras qui avaient été à chaque fois mis au niveau de cette bordure de champ pour faire un relevé des suivis floristiques. Donc là, dans mon cas, ce sera 2013 à 2018 de cette flore. Et en fait, Laura avait déjà pas mal travaillé. Donc ce qu'elle avait fait, en fait, c'est ce qu'elle a montré. Donc c'est un papier qui est quasiment soumis. Elle avait regardé en fait justement la richesse spécifique, la diversité de Shannon, les espèces qui étaient particulièrement sensibles aux pratiques agricoles et le ratio monocote-dicote au niveau justement de cette marge. Et elle a regardé comment est-ce que ces différents indices taxonomiques finalement de ces marges étaient impactés par les pratiques du champ, les pratiques qui étaient mises en place par la bordure, le sol, le climat et le paysage. Pour donner par exemple juste un exemple des nombreux résultats qu'elle a eus, elle a montré que l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire un indicateur de la dose d'herbicide qui était qui était appliquée dans le champ, diminuait la richesse spécifique, la diversité de Shannon et les espèces qui étaient sensibles aux pratiques. Et par contre, elle augmentait le ratio d'espèces monocotes dans les marges, dans les bordures. Donc ça montre bien en fait un effet finalement de ces dérives d'herbicides qui sont juste mises dans le champ avec un effet délétère sur les bordures de champ. Et moi du coup mon postdoc, l'idée ce serait justement de quantifier certains services écosystémiques qui sont rendus par ces flores des bordures de champ. On a pensé par exemple au service de pollinisation. Il y a aussi un gros jeu de données en fait avec des coléoptères qui ont été évidemment bien mesurés et donc en collaboration avec Julien, Gaël, Benoît, Axel, Isis et Laurent. Donc il faudrait voir ce qu'on pourrait faire avec ces jeux de données. Une autre idée aussi que j'avais, c'était regarder justement les traits floraux de ces bordures de cette fleur de bord de champ pour justement avoir une idée aussi du service de pollinisation. On voulait aussi regarder éventuellement la diversité fonctionnelle qui était présente dans cette fleur de bord de champ
comment est-ce qu'elle était aussi impactée par les changements, les pratiques, par le sol, par le climat, par le paysage. Et ensuite, prendre aussi en considération un disservice écosystémique, pardon. Ça pouvait être par exemple le pourcentage d'adventices qui ne sont non désirés en fait par les agriculteurs et les agricultrices. On a une liste qu'on pourrait utiliser. Donc voilà, quantifier finalement comment cette bordure de champs est aussi un réservoir finalement des adventices qui ne sont pas désirés. Voilà, donc ça c'est juste ce projet, hein, c'est vraiment in progress. Et voilà, c'est tout. Et oui, je voulais évidemment remercier aussi mes encadrants de thèse, j'en profite. Elena, Guillaume et Aurélie, et évidemment souhaiter un joyeux anniversaire à Guillaume, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, bah, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Question assez générale, j'en ai pas. Enfin, déjà, merci pour le coup, c'était super clair, super intéressant. Et la question que je me posais pendant tout tu l'as un peu abordé, c'est qu'est-ce que c'est les adventices désirables? Est-ce qu'il y a des études qui ont montré, parce qu'à un moment on nettoyait toutes les vignes, est-ce qu'il y a des études qui montraient que c'était bon pour le rendement de la vigne, ou il n'y en a pas du tout, c'était juste des produits du lobby, des herbicides? Est-ce qu'il y a des études là-dessus ou pas du tout en fait? Oui. Oui, il y a pas mal d'études, mais par contre c'était assez rigolo parce que j'ai cherché en fait à avoir à quantifier, avoir une idée en général par exemple des pertes de rendement qui sont associées à cette présence d'adventices. Et là c'est beaucoup plus compliqué d'un coup de pouvoir quantifier. Donc il y a certaines études, en fait elles sont d'ailleurs, elles disent pas forcément toutes la même chose. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de changement en fait de rendement entre des communautés qui sont travaillées et des communautés qui sont gérées de manière spontanée. Certaines études ont montré ça, mais globalement, je pense qu'effectivement, il y a une perte de rendement. Je pense que la plupart des études montrent ça, qui est par contre difficilement quantifiée. Enfin, quand c'est compliqué, ouais, j'ai eu du mal à trouver des chiffres là-dessus. Et évidemment, le contexte pédoclimatique joue énormément. Dans le sud de la France, c'est évident que si on laisse des adventices, on va avoir une baisse du rendement. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment le cas. Par contre, dans d'autres contextes où justement il y a un peu plus d'eau, la contrainte hydrique est un peu moins forte, là je pense que c'est pas forcément, ou en tout cas que justement la baisse de rendement et donc les buts de finalement d'avoir une qualité de récolte plus importante pour faire des bons vins, là ce sera un peu moins gênant justement. Ça ne comprend pas le travail finalement qu'on va faire sur les... Et ben pas forcément dans tous les cas. Enfin, il y a une étude en 2016 qui montre que pas forcément. C'est pas significatif. Mais après, je pense que globalement, il y a quand même une perte de rendement associée à la présence d'adventices. Oui. Moi, j'ai peut-être deux questions. Une qui est reliée, c'est, tu sais, dans les cultures, enfin, je suis vraiment pas du tout spécialiste de ça, je sais d'abord, mais je trouve ça très intéressant. Et il me semble que dans les grandes cultures, il y avait justement cette idée de garder un couvert végétal l'hiver pour éviter le ruissellement que tout ensuite, finalement, parte dans le sol. Et je me demandais, du coup, dans la vie, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être que les bonnes adventices, je ne sais pas, elle serait par exemple en hiver et pas en été, ce genre de truc. Est-ce que tu as des idées là-dessus Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il y a des travaux là qui sont en train d'être menés sur finalement la temporalité de gestion des adventices. Quand est-ce qu'on les veut et si on les détruit à débourrement, donc c'est-à-dire quand la vigne commence à se réveiller et commence à avoir des besoins hydriques et azotés importants. Est-ce qu'on les détruit un peu plus tard? Voilà. Il y a des travaux qui sont en train d'être menés par notamment Léo Garcia là, sur l'écosystème. Et oui, moi je pense que dans le sud de la France, justement la Diplotaxis erucoides qui se développe justement souvent en hiver, après les labours d'automne, elle n'est pas gênante du tout. Enfin, la vigne est encore en repos hivernal. Donc voilà, enfin, il y a aussi, enfin, c'est impressionnant quand on y va en mars, il y a plein d'abeilles, de pollinisateurs de partout. Oui, je pense qu'effectivement, il y a cette histoire de temporalité qui est importante et liée justement aux besoins hydriques et azotés de la vigne, en fait. Et je crois que là, Léo Garcia, ce qu'il montrait il n'y a pas si longtemps, c'est qu'effectivement, si on détruisait
en juin, il me semble, les adventices. Il y avait un fort effet quand même de baisse de rendement associé justement au fait que les adventistes étaient présents de l'éveil des besoins, donc à débourrement, mars-avril, à juin, au moment du début de la période. Donc oui, il y a un fort effet de la temporalité de présence des adventistes. Ouais. Oui. Et moi, j'ai une question sur la distribution, en fait, des... Tu montres qu'il y a un effet du changement climatique sur ta zone. Est-ce que c'est partout pareil? Oui. Et même question sur la distribution des pratiques. Est-ce que géographiquement, tu as des différences? C'est une très bonne question. En fait, c'était la carte. Ouais. En fait, ici, j'ai montré... Enfin, j'ai passé vite parce que je pensais que je serais limitée en temps. Donc ici, c'est chacune des parcelles. Chaque point, c'est une parcelle. Et j'ai ploté, en fait, l'intensité du changement climatique tel que nous, on l'a considéré, comme l'augmentation d'amplitude thermique annuelle. Donc, ça va de 0,9 degrés en 40 ans à 2,1, donc en rouge foncé. Et en fait, on voit bien cet effet où en fait les parcelles qui ont subi le plus d'intensité de changement climatique tel qu'on l'a défini sont plutôt celles qui sont éloignées de la mer, grosso modo, tandis que les parcelles qui sont vraiment proches de la mer ont subi une intensité plus faible. Donc ça, c'est vraiment relié à l'effet buffer quoi, de la mer Méditerranée. Donc il y a une structuration spatiale de ce truc-là, cet effet-là. Et pour les pratiques, c'est une très bonne question et j'ai pas regardé. Ce qui est sûr, ce que je peux donner comme quelques éléments de réponse, c'est que ces parcelles qui sont situées sur le littoral sont des parcelles qui sont sur sable, avec l'utilisation depuis les années 80 de travail du sol. On ne désherbe pas sur ces parcelles-là hein, parce que c'est proche de la mer, etc. Donc typiquement, ces parcelles qui sont présentes ici, qui vont effectivement subi un changement d'ailleurs climatique un peu plus faible, je pense, ont eu aussi une plus faible diversité de changements de pratiques. Donc voilà, du travail du sol probablement continue. C'est quasiment sûr pour ces parcelles ici, mais voilà. Et oui, c'est une bonne question, il faudrait que je regarde du coup. Pour le reste. Oui. Ouais, pardon. Juste pour dire, et du coup, elles ont moins changé en d'adventistes, ces parcelles-là ou pas? Eh ben, c'est une bonne question, parce que j'ai pas fait. Ouais, carrément. Il faut que je fasse ça. Il faut que je plotte aussi. Ouais. Il y avait toujours les espèces très caractéristiques. Oui, ah oui, oui, il y avait une espèce. Tout à fait, oui. Non, c'est clair. En fait, comme. Au niveau communauté, il faut vérifier. Oui. En tout cas, celles qui viennent en tête. Oui, tout à fait. Oui, en fait, comme c'est aussi relié en fait à un contexte pédoclimatique très particulier, à savoir du sable, on a aussi des espèces qui sont inféodées en fait à ces parcelles-là sur le milieu sableux, qui a un effet très fort en fait, je pense, de stabilité. Mais oui, à regarder évidemment. Oui. Du coup, est-ce que tu as réussi à voir un changement ou un effet des pratiques du climat au niveau des espèces exotiques? Est-ce qu'il y a des effets où ça favorise ou au contraire ça? Eh ben, en fait, on a souvent la question quand on présente ces résultats, mais j'ai toujours pas regardé vraiment. Alors, ce qui est sûr, on n'a pas regardé vraiment le pourcentage, par exemple, d'espèces exotiques qui sont arrivées en 40 ans. Là, j'ai présenté les résultats de ma thèse il y a quelques jours et un agriculteur me parlait d'une espèce en me disant, vous savez, les plumeaux, là. Et il parlait de la Botryopleura verminitis. Donc, il y a certaines espèces qui sont effectivement exotiques qui se sont installées. Après, on n'a pas forcément quantifié et on n'a pas regardé l'effet des pratiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait complètement être fait. Je peux le dire quand même pour Éric Giron. Voilà. Ah oui, pardon. J'aime bien, je sais pas si j'aime cette espèce-là, mais oui, c'est vrai quand on se balade dans les vignes, notamment au mois de septembre, les lugérons, ils dépassent même des vignes. Il y a des choses qui favorisent ça, ou une pratique qui la favorise. Alors oui, bien sûr. Donc les Rigéron sumatrensis est une des espèces qui a énormément augmenté. Nous, on l'explique par le désherbage chimique. C'est une espèce qu'on retrouve énormément et en abondance sur les parcelles qui sont surtout désherbées chimiquement.
On a une question en ligne. Ah d'accord, ça marche. Je termine juste cette. Oui. Mais du coup, oui, je pense que typiquement, alors on n'a pas vérifié statistiquement, mais je pense que le désherbage chimique a forcément influencé fortement sa présence de cette espèce. Effectivement, dans certaines vignes, les érigérons dépassent les vignes. Ça fait. Ouais, je vous remercie. Luc? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, merci pour ta présentation qui était vraiment très bien. Et j'avais une question par rapport, tu as parlé là de tous les bienfaits qu'apporte la pratique de la tonte au niveau de la richesse spécifique au niveau de la communauté d'adventistes et puis au niveau de l'activité biologique du sol. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de l'impact au niveau du stockage carbone? Euh, voilà, par rapport à cette flore qui est favorisée par ces pratiques de la tonte. Merci pour votre question. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que ce qui est certain, en tout cas, c'est que le travail du sol ne doit pas beaucoup aider au stockage de carbone. Ça, je peux répondre facilement. Par contre, pour la tonte, je connais pas bien la bibliographie là-dessus. Ce qui a été démontré là par toujours Léo Garcia là, qui était en thèse, enfin, maintenant qui est maître de conf à Supagro, il a regardé la stabilité structurale du sol. Alors c'est sûr que c'est pas vraiment la séquestration du carbone, mais il y a des travaux là-dessus. Il a démontré vraiment que l'enherbement permettait d'augmenter et d'améliorer cette stabilité structurelle du sol. Par contre, il n'a pas forcément regardé l'effet de la tonte en elle-même, mais oui, on peut s'attendre à ce que la tonte, par un apport finalement de matière organique, augmente. Oui, il va favoriser en fait ce stockage de carbone. Voilà, ouais, je pense, mais voilà, j'ai pas d'études en tête là-dessus, donc il faudrait quand même. Ok. Ouais. Ok, merci. Merci à vous. D'autres questions? Des questions en ligne, donc. Eh bien, merci. Merci pour vos questions.